Débat à cartes, 3 manches, 2 invités pour un débat. Comment lutter contre le masculinisme à l'ère des réseaux sociaux? Le masculinisme est un problème de société. Je l'aime. Le masculinisme est uniquement une idéologie antiféministe. À nuancer. Oui et non. Le masculinisme provient d'un manque d'éducation à l'égalité chez les jeunes. Ouf. C'est plus compliqué. Bonjour, Christine Castellamonier, je suis sociologue au CNRS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Les réseaux sociaux ont favorisé la naissance du masculinisme. Pas la Le naissance. développement. Les discours masculinistes se développent en ligne pour des raisons communautaires et commerciales. Oh, c'est plus compliqué. Pas que. Je suis Alice Apostoli, cofondatrice et co-directrice de l'Institut du genre géopolitique. Les idées véhiculées sur Internet peuvent inciter à la violence dans la réalité. Oui, ça, c'est vrai. Les discours masculinistes existent depuis des siècles et s'adaptent à chaque contexte social et politique. C'est le patriarcat. Les hommes ont toujours utilisé la victimisation face à l'émancipation des femmes pour justifier leur haine. Oh, c'est mieux. Les médias et les réseaux sociaux participent-ils à normaliser le masculinisme? Oui, bien sûr, c'est terrible. Et malheureusement, dans une société qui est encore très patriarcale, c'est un véritable fléau. Et dans une société qui, en même temps, est en train de sortir du patriarcat. Et donc, tout ce qui concerne l'identité masculine constitue un véritable débat qui impacte beaucoup les jeunes et les jeunes hommes. Et donc, on sent bien à quel point les jeunes hommes vont avoir une appétence à l'égard de ces sujets-là sur les réseaux sociaux. Et alors je rejoins votre intervention et je dirais même que c'est une volonté politique de normaliser ce masculinisme. On l'a vu avec ce qu'on appelle les tech bros, donc les personnes qui sont à la tête des différents réseaux sociaux. Je pense à X, donc Elon Musk, je pense à Zuckerberg avec Meta. Ce sont des figures politiques, des figures commerciales qui adoptent et soutiennent pas mal d'éléments de langage et de symbolisme liés au masculinisme. On a Mark Zuckerberg qui veut retrouver une énergie masculine dans ses locaux, Elon Musk qui se bat activement contre la modération sur sa propre plateforme. Donc c'est non seulement les réseaux sociaux visent à normaliser ce masculinisme, mais en plus de ça, c'est une volonté de moins en moins implicite de le faire. C'est ça. Et donc, au niveau symbolique, c'est très très important parce que ça impacte l'ensemble de la société. Et bien sûr, les représentations, bien sûr, les valeurs et bien sûr, les attentes, les aspirations des jeunes. Et ça, c'est quelque chose de terrible dans un contexte en changement où effectivement, il y a une déstabilisation du masculin et heureusement, à la suite notamment du développement du mouvement des femmes de 1970. Donc on est 55 ans après le mouvement des femmes et on sent bien que là, il y a des résistances considérables qui sont en train de se développer. Une de Marianne. Masculinisme, le Royaume-Uni oblige ses écoles à instaurer des cours contre la misogynie. À mon sens, l'éducation à l'égalité des genres, l'éducation affectives sont obligatoires et indispensables à cultiver l'égalité et lutter contre des valeurs patriarcales, lutter contre des valeurs d'injustice, d'inégalité et in fine lutter contre les discours ouvertement misogynes qu'on peut retrouver dans les médias, sur les réseaux sociaux et qu'on retrouve de façon historiquement, c'est pas un phénomène nouveau. Ça passe aussi par l'éducation à la sexualité, parce que à travers ces discours masculinistes en ligne, comme vous l'avez dit, les jeunes hommes ont un intérêt pour les relations amoureuses, les relations femmes-hommes, parce que comme tous les adolescents et adolescentes, ou jeunes femmes, jeunes hommes, on a un intérêt à vouloir créer des relations significatives, sentimentales avec autrui. Énormément de désinformation existe dans ces espaces-là,
notamment en ce qui concerne la sexualité, les pratiques et même des fake news scientifiques assez aberrantes, quoi. On peut voir par exemple le narratif comme quoi plus une femme coucherait, plus elle utiliserait son oxytocine qui est censée être limitée, donc elle est moins capable d'aimer ses partenaires au fur et à mesure qu'elle a une vie sexuelle active. C'est le genre de narratif qui est complètement faux, qui n'est pas fondé et voire qui est récusé scientifiquement par la suite, et pourtant il persiste, et je pense que l'éducation à l'égalité, l'éducation affective, l'éducation sexuelle est primordiale et à la prévention de ces discours-là et à leur développement en ligne, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment ressenti le besoin d'écrire ce petit livre chez Nathan, et si on réinventait l'éducation des garçons. Pourquoi ? Parce que ça me semble prioritaire que vraiment dès la maternelle, voilà, tout ça soit pris en main. Et notamment, je pense aussi à Judith Butler, à tout ça, à savoir que dès la naissance, selon qu'on est fille ou garçon, le regard et les attentes à l'égard de l'enfant ne sont pas les mêmes, alors qu'on a des tas de représentations qui sont fausses et qui sont véhiculées sur tous les médias, à savoir que le cerveau masculin et le cerveau féminin est très différent dès la naissance, alors que c'est complètement faux. En fait, on voit à quel point 90% des cellules se développent à la suite de l'environnement, c'est-à-dire avec le contexte qui entoure l'enfant. Donc, on voit bien à quel point c'est fondamental de lutter contre les stéréotypes et de développer, d'avoir recours aussi à ce qu'on appelle un peu les nouvelles pédagogies, à savoir la théorie de l'esprit, pour que l'enfant comprenne que, ben oui, il y a d'autres représentations, il y a d'autres idées que les siennes, et il faut apprendre à comprendre le mental d'autrui, etc. La théorie des émotions, c'est-à-dire que les enfants, et puis bien sûr les jeunes, aient accès à la compréhension d'eux-mêmes, de leurs émotions. Et en maternelle, on appelle ça la météo intérieure, à savoir s'ils sont heureux, s'ils ne sont pas heureux, donc s'il y a le soleil ou alors les nuages ou tout ça. Et en parler en famille, en parler à l'école, donc, et bien sûr élever les garçons pour qu'ils aient notre sens de la culture de l'empathie. Mystère aussi, un peu de changement. Intelligence artificielle. Les religions ont façonné une image traditionnelle de l'homme comme protecteur et chef de famille, une vision que le masculinisme cherche parfois à réaffirmer. Complètement. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup frappée quand j'ai commencé à travailler sur toutes ces questions-là. Je suis tombée sur les groupes de défense de la paternité, et notamment il y avait deux types de groupes. Il y avait les groupes qui étaient pro-féministes et pour l'égalité, c'était à la suite des séparations conjugales, et donc qui souhaitaient l'égalité parentale, et il y avait au contraire ceux qui disaient il n'y a plus de père à cause du féminisme, à cause des femmes, de l'émancipation des femmes, et nous devons retrouver ce pouvoir perdu. Et c'est ça qui est très impressionnant quand on se plonge dans l'histoire. On voit à quel point, au Moyen-Âge, c'était la puissance paternelle. C'est-à-dire que l'homme avait tous les droits, y compris sur les enfants majeurs, et droits de vie et de mort même, comme dans l'Antiquité. Et d'embastiller, d'envoyer en prison ces enfants, etc. Et d'intervenir sur la filiation, sur l'alliance, c'est-à-dire de pousser les enfants, filles, hommes-femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, à épouser la personne qui les arrangeait pour augmenter le patrimoine familial. Et donc on comprend qu'il y a un impact de la société sur la manière de représenter le rôle du père. Et ce rôle du père, bien sûr, il a complètement changé. Notamment, je passe, pour ne pas être trop longue, avec la période industrielle, etc., le chef de famille qui apportait l'argent à la maison et la femme qui restait à la maison pour s'occuper des enfants. Et ensuite, il y a eu des tas de changements juridiques. La puissance paternelle en 1970 a été remplacée par l'autorité parentale, et ensuite, en 1993, par la coparentalité. Donc on sent bien que le contexte de la paternité a complètement changé. Et là, les masculinistes sont en plein dans cette idée qu'il faut retrouver cette puissance perdue.
Et là, c'est vraiment aller contre l'évolution de l'histoire avec un grand H. Et cette masculinité hégémonique, elle est aujourd'hui instrumentalisée aussi beaucoup, notamment à travers des acteurs religieux. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, particulièrement, par exemple en Europe, on se rend compte que des acteurs de la société civile, donc des centres de recherche, des associations, des personnalités politiques aussi, voire des partis, organisent des actions transnationales pour lutter contre la diversité des familles. On va lutter contre les droits LGBTQI+, on va lutter contre le droit à l'avortement et tous les droits sexuels et reproductifs. Et ces attaques-là contre la diversité des familles, le planning familial et cet agenda nataliste aussi beaucoup, en parlant d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle des femmes dans l'objectif de valoriser la maternité, elle a des sources religieuses complètement affirmées et des financements à caractère religieux aussi. C'est-à-dire que parmi les financements privés de ces réseaux-là, on retrouve des évangélistes américains, on retrouve des orthodoxes russes, et on retrouve des chrétiens polonais et des chrétiens français aussi. Ces attaques anti-genre, elles sont subventionnées, soutenues financièrement, en premier lieu par des acteurs hongrois, et dans un deuxième temps par des acteurs français. Donc cet aspect religieux, non seulement il est important à étudier dans l'histoire des masculinismes, mais il est très important de le prendre en compte aussi actuellement dans le développement nouveau de cette masculinité hégémonique dans l'histoire politique. Extrait vidéo. Déjà, je le dis souvent, une femme, après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? À partir du moment où tu as la force d'un gamin de 11 ans, que fais-tu dehors après 22 heures seul? Ça n'a aucun sens. Mais les femmes ne veulent rien entendre. Les femmes ne veulent pas voir la vérité. Les femmes s'en foutent totalement parce que les femmes veulent un monde idéal. Les femmes rêvent d'un monde qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Je préfère le dire, je vais être clair, le monde que vous imaginez, le monde que vous espérez n'existera jamais. L'être humain ne changera pas. Le monde ne fonctionne pas comme cela, il ne tourne pas comme cela, ça ne fonctionnera pas. Le monde restera ainsi. Alors, fermez-la, arrêtez de vous victimiser et commencez déjà par vous protéger. Ça serait déjà un premier step. Mon Dieu, quelle horreur. Incroyable, incroyable. Et le pauvre, moi j'ai envie de dire le pauvre, et les pauvres femmes qui l'entourent, mon Dieu, quelle horreur. Donc il n'a aucune utopie, il n'a aucune attente, et il se prive d'une richesse dans les relations avec les femmes, là où ce qu'on peut dire, c'est que les hommes en changement, mais justement, ils se tournent de manière intelligente vers les femmes pour aller vers une communication, des échanges, de la sensorialité, de la belle sexualité, avec cette manière d'essayer d'améliorer la situation de chacun, chacune. Et c'est horrible d'entendre à quel point il est d'un pessimisme. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est dominer, imposer sa loi, imposer ses idées. Et c'est absolument absurde. Et ça va contre le mouvement de l'histoire qui est porté par véritablement l'émancipation des femmes, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, même si bien sûr il s'agit aussi de respecter la différence physiologique et anatomique quand celle-ci tend à s'exprimer pour aller vers la diversité. Mais en tout cas, c'est épouvantable d'entendre un tel discours. Un élément que j'aimerais souligner, c'est qu'il a parlé de se protéger, que ce serait un premier step. Vers quoi, je ne sais pas. Mais que se protéger en tant que femme serait un premier step. Dans le même temps où il a un fonds de commerce où il exploite la solitude des jeunes hommes. Donc d'un côté, on va inciter les femmes à se protéger, à ne pas sortir, à partir du principe que les hommes sont des prédateurs, que l'amitié fille-garçon n'existe pas parce que les hommes veulent forcément que du sexe et pas de l'amitié ou quoi que ce soit avec une femme. Et dans le même temps, se victimiser sur Internet pour parler de l'épidémie de solitude des jeunes garçons, parler de problèmes psychologiques et du mal-être psychique des jeunes hommes et des garçons à cause des femmes et à cause
du mouvement des jeunes filles aujourd'hui de s'émanciper un petit peu du regard masculin. On le voit par exemple avec l'organisation de Bral, donc des soirées organisées par des jeunes femmes en non-mixité. Donc concrètement, c'est pouvoir s'habiller comme elles le souhaitent et danser comme elles le souhaitent sans être importunées ou sexualisées par des hommes. Il se trouve que l'organisation de ces soirées-là, qui, dans l'idée, dans le narratif de Lexi James, devrait ne pas choquer puisqu'elle se protège, elle se crée des espaces safe pour elle. Finalement, ces espaces-là sont attaqués par des jeunes hommes, parfois même à coups de mortier, vraiment dans l'objectif de les empêcher de sortir en fait. Donc on est vraiment sur une tentative de dominer, d'invisibiliser, de réduire au silence les jeunes femmes dans toutes leurs initiatives et les supprimer de l'espace public. Et c'est d'ailleurs ce qu'on remarque dans des pays où justement ces mécanismes masculinistes sont en place. Je pense notamment à l'Iran ou à l'Afghanistan, où les femmes n'ont même plus accès à l'école. Et c'est cette même dynamique qui en marche ici. Peut-on séparer le masculinisme de l'histoire du patriarcat ? Ah non, bien sûr que non, c'est totalement lié. Donc, aujourd'hui, donc, ça se renforce notamment puisqu'on est en train d'essayer de sortir du patriarcat avec la culture égalitaire. Ça se renforce et du coup, ça génère chez les jeunes des contradictions, des paradoxes. Parce que du coup, on demande aux jeunes de s'affirmer à travers l'idéal viril, et l'idéal viril qui marche avec les représentations de la domination masculine, qui marche avec la violence, avec la notion de supériorité masculine, avec la notion de discrimination, d'infériorité, et ce clivage entre le masculin et le féminin qui justement est en train d'être poussé à disparaître au nom de la diversité, du masculin pluriel. Et on sent bien à quel point, mon Dieu, tout ça se renforce parce que le masculinisme se renforce, parce que le patriarcat ne réussit pas à passer le pas, à franchir le pas à l'échelle de l'ensemble de la société, des institutions, de façon à ce que les femmes aient accès au pouvoir, aient accès à l'égalité salariale, aient accès à tout ce qui concerne aussi la politique internationale. C'est ahurissant quand on regarde les nouvelles de voir à quel point le monde est dirigé par des hommes. Et donc on sent bien que là, il y a encore tout un chemin à parcourir pour aller vers une prise en main de la société à égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est sûr que les femmes véhiculent d'autres valeurs qui ne sont pas les valeurs patriarcales. Oui, tout à fait. Surtout que les différents mouvements masculinistes, parce qu'il n'y a pas un seul masculinisme, il y en a plusieurs, et différentes communautés aussi qui existent, et différentes offres idéologiques qui existent sous le terme masculinisme, il s'est beaucoup construit en réaction justement aux avancées féministes et donc au ce détachement de ces valeurs patriarcales. Les masculinismes modernes se sont construits dans les années 80-90. Ces mouvements masculinistes modernes se sont construits après les avancées, par exemple, pour, dans le cadre d'un divorce, les pensions alimentaires que doivent payer les pères. Jusqu'à ces années-là, les pères pouvaient ne pas payer de pension alimentaire sans répercussions légales. Ça a changé à ce moment-là et se sont construits par la suite des associations de protection des droits des pères, qui, du coup, ont posé les premiers jalons de plaidoyer masculiniste politique. Et par la suite, on a vu que les mouvements incel en ligne, par exemple, ont explosé suite à la vague MeToo. Donc on voit que le sens de l'histoire, c'est effectivement se détacher de valeurs patriarcales extrêmement violentes, marquées par la domination bête et méchante. Ces mouvements-là se construisent en réaction à cet écart-là. Un quart des hommes de moins de 35 ans pensent qu'il faut parfois recourir à la violence pour être respectés.
Oui, il me semble que c'est un chiffre du Haut Conseil à l'égalité, ça. C'est l'effet de plusieurs influences. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les médias traditionnels et notre société patriarcale qui fait que le terreau il est quand même fertile aux violences sexistes et sexuelles. Toutes les avancées féministes contre ces violences-là font face à des résistances de plus en plus soutenues financièrement et politiquement. Et en plus, ces valeurs de domination, de violence masculine sont promues à des fins commerciales sur des réseaux sociaux et qui targetent en plus des jeunes hommes. Je crois que sur TikTok, il faut moins de 10 minutes après avoir été identifié comme un jeune internaute, un jeune garçon, un internaute homme, pour se voir proposer du contenu masculiniste. Et sur la base de ce contenu, plus il est sensationnel, plus il est conflictuel, plus il est violent, plus il crée de l'engagement et de la réaction, et plus ce contenu est profitable et pour le créateur de contenu et pour la plateforme. Donc ce n'est pas étonnant, bien que ce soit évidemment très dommage, qu'il y a un retour en arrière au niveau de la perception des jeunes hommes de ce que c'est que de se faire respecter dans un couple, parce que la combinaison des médias traditionnels qui ne sont pas spécialement progressistes, des médias en ligne qui sont totalement réactionnaires et un manque d'éducation à l'égalité et aux relations interpersonnelles donne ce résultat-là. Tout à fait. Et l'idéal viril est fondé sur l'importance de l'affirmation masculine à travers la force et la violence. Et donc, c'est ça, moi, que j'ai voulu aussi montrer qu'il y avait autre chose en faisant ce livre chez Larousse. Les hommes aussi viennent de Vénus. On a aussi mis dans la tête que les hommes venaient de Mars, de la planète Mars, avec l'idée que c'était des guerriers, c'était tout ça. Alors que ce qui est vraiment passionnant, c'est de reprendre l'étymologie de viril. Viril, dans l'Antiquité, l'adjectif viril avait un E. Et ça, c'est passionnant de le réaliser. À une période de l'Antiquité, viril portait un E parce que ça s'adressait aux filles, aux garçons, aux hommes, aux femmes. Et dans le sens de vis, viril, vir, etc., vénéror, dans le sens de vertu, et dans le sens de Vénus, et dans le sens de vénéror, désir ardent de vivre. Donc, le masculin a confondu cette notion de désir ardent de vivre, qui s'adressait aux hommes et aux femmes, d'accord, avec la notion de guerre, de violence, d'affirmation de soi par la force. Et là, on voit bien à quel point il faut revenir à ces définitions fondamentales, à savoir que oui, le désir ardent de vivre concerne les filles et les garçons, les hommes et les femmes, et ça ne passe pas par la violence guerrière et par l'envie de faire la guerre pour complètement dominer et écraser l'autre. Et ça, c'est très important de le garder en mémoire. Alors, pour que les revendications masculinistes ne soient pas confondues avec la défense des droits des hommes victimes, il faut: proposition 1. Intégrer une éducation sur les différentes formes d'inégalité et sur le respect des droits de chacun. Ou proposition 2. Créer des plateformes dédiées pour les hommes victimes, distinctes des discours masculinistes idéologiques. En fait, j'ai envie de dire, il faut vraiment s'occuper du côté de l'éducation, bien évidemment, mais je pense que c'est important aussi de prendre en considération les contradictions rencontrées par les transformations du masculin à la suite du mouvement des femmes. Et je trouve que c'est très intéressant de se tourner vers cette question-là, c'est-à-dire comment les hommes vivent le changement des femmes et permettre aux hommes d'exprimer leur sensibilité par rapport à ça. Et on est dans une société qui va réprimer l'émotion masculine, etc. Et c'est vraiment dommage. Et il faut vraiment favoriser la façon de pousser les hommes à prendre du recul par rapport à leur situation, à leur être, à leur éducation, aux stéréotypes, pour aller vers l'autre.
aller vers, et puis pour sortir aussi du groupe des hommes, parce que moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est à quel point les hommes, quand ils sont entre eux, mais ils sont épouvantables avec les femmes, ils sont épouvantables dans la manière d'être dans la supériorité et de se conforter pour affirmer leur supériorité et pour montrer à quel point ils méprisent les femmes, à quel point non, ils ne sont pas amoureux, rien du tout, dans les cités, tout ça, c'est époustouflant. Et moi j'ai envie de dire, allons vers une société qui pousse les hommes à aussi se préoccuper de l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a fait, avec mon conjoint, ce livre « Devenir écoféministe ». Pourquoi parce que c'est 15 actions au secours de la planète, parce que c'est ça aussi qui va permettre aux hommes, aux femmes, d'assumer des responsabilités dans la vie, notamment pour le partage de la charge mentale, où c'est uniquement les femmes qui aujourd'hui portent sur leurs épaules les responsabilités concernant l'environnement, alors que ça aussi, ça se partage. De même que la charge éducative, la charge domestique se partage, la charge concernant la question de l'environnement se partage aussi. Et je trouve qu'il faut vraiment aller vers cette ouverture pour sortir de ces ornières dans lesquelles nous sommes. Et je suis d'accord. Pour ma part, je vais choisir la facilité et choisir les deux, dans le sens où il faut intégrer une éducation aux différentes forces de préjudice, parce que l'éducation a une fonction préventive. Donc ce sont des actions à mettre en place dès maintenant pour limiter l'impact de l'influence masculiniste dans les prochaines années. Et à l'inverse, créer des plateformes pour les hommes victimes aujourd'hui, de manière réactive, afin qu'ils aient un espace où justement ils peuvent explorer, déjà reconnaître le fait d'être victime, ce qui est déjà très difficile en tant qu'homme victime de violence quelle qu'elle soit, explorer des masculinités plurielles, comme vous l'avez dit, et ne pas du coup se retrouver dans cette solitude ou cet entre-soi heurté finalement qui permettrait à des idées ouvertement misogynes et des idées revanchardes et violentes de se développer en fait dans cette violence-là. Sachant que la majorité des hommes victimes de violences sexuelles sont victimes d'hommes. Donc c'est important aussi de ne pas polariser le débat avec les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, parce que ce type de violence existe aussi et que il n'y a pas cet enjeu de polarisation, elle entend qu'il y a deux extrêmes. Or ici, il y a une radicalisation d'un côté, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Tout à fait. C'est très important aussi de réaliser à quel point la notion de virilité est présentée à l'inverse de la notion de vulnérabilité. Et donc, il faut accepter aussi l'idée qu'il y a des hommes qui peuvent ressentir un mal-être, qui peuvent vivre des violences, notamment, comme vous dites très bien, des autres hommes, et que ce n'est pas une honte que les hommes expriment leurs difficultés à vivre, leurs faiblesses, et que ça fait partie de l'humain. Et pour moi, je suis optimiste, malgré ce contexte terrible dans lequel nous sommes aujourd'hui, à travers cette prégnance du masculinisme. Moi, je suis optimiste avec l'idée que plus les jeunes hommes cherchent à concilier le travail et la famille, ça fait partie de leurs revendications, plus ils cherchent à être dans ce que j'appelle la paternité relationnelle impliquée, et non plus cette paternité institutionnelle, d'autrefois très différenciée en termes de rôle du masculin, du féminin, du père, de la mère, etc. Et ben, plus il y a une humanisation du masculin, et plus l'homme va comprendre que oui, s'occuper d'un bébé, c'est chercher à comprendre sa sensibilité, ses besoins, et peut-être que plus il saura aussi, pour lui, explorer un peu mieux ses besoins, et que du coup, virilité et vulnérabilité ne seront plus autant antinomiques, et que ça c'est important pour que chacun puisse à la fois s'aimer, être dans l'estime de soi et le respect d'autrui. Pour que les jeunes ne soient plus laissés seuls face aux
au contenu masculiniste sur les réseaux sociaux, il faut intégrer des modules scolaires autour de l'égalité, sexualité, des stéréotypes de genre, etc. Les plateformes doivent être légalement tenues de réguler les algorithmes et les discours masculinistes. Je vais encore choisir la facilité, mais il faut les deux, encore une fois, la prévention et la réaction. Concrètement, et les deux combats ne sont pas encore gagnés en soi. Toutes les avancées et le plaidoyer pour une éducation à la vie affective et sexuelle et pour une éducation à l'égalité fait toujours face à des associations clairement anti-égalité, anti-droit, anti-genre. Moi, je pense notamment à des associations comme Parents Vigilants qui sont liées au parti de M. Zemmour. Donc voilà, on voit la porosité idéologique entre la lutte contre l'égalité des genres et un projet de société conservateur, voire réactionnaire dans certains cas. Et en face, on a aussi des plateformes qui ouvertement se revendiquent masculinistes ou reprennent des éléments de langage masculinistes et qui luttent activement pour ne pas être tenus responsables au niveau de la régulation, au niveau de la modération, ne veulent pas partager le code de leurs algorithmes, ne veulent pas de transparence avec les autorités dans différents pays. Et aujourd'hui, c'est particulièrement important de lutter au niveau européen, dans le sens où au niveau de l'Union européenne, on a des outils juridiques, donc on a le DSA, donc le Digital Service Act, on a la RGPD, donc protection des données, on a l'IA Act, qui a été assez décevant parce qu'il ne mentionne pas l'égalité des genres dans la régulation de ce qui peut être généré par l'intelligence artificielle. Et en plus de ces problèmes de résistance des plateformes à des lois qui pourraient protéger les internautes, filles comme garçons, on a aussi affaire à des acteurs politiques qui ne protègent pas assez ou ne plaident pas assez pour la protection des femmes et des jeunes filles en ligne. Parce qu'on parle beaucoup de masculinisme, on parle beaucoup de santé mentale des jeunes hommes, etc., ce qui est un vrai problème. En revanche, est-ce qu'on parle des jeunes femmes et jeunes filles qui sont les premiers réceptacles de cette violence finalement. Un camarade de classe qui se radicalise, c'est un camarade de classe qui peut potentiellement être dangereux pour la santé, la dignité et voire même la vie de ses camarades féminines. Et cet enjeu de sécurité publique pour les jeunes femmes et jeunes filles, il devrait être davantage mis en avant, ou en tout cas au même titre que les enjeux de santé publique liés à la montée santé des jeunes hommes. Oui, tout à fait. Et je fais partie du Haut Commissariat à l'enfance. Tout ce que vous dites, c'est vraiment d'actualité profonde. Et je fais partie aussi de trucs sur l'égalité et la lutte contre les stéréotypes, mais à tous les niveaux. Donc que ce soit autour de l'éducation, autour des plateformes, tout ça, il faut vraiment prendre tout ça sérieusement en main. Et c'est fondamental. Et malheureusement, ça n'est pas encore suffisamment considéré comme fondamental. Alors, pour que les pères ne soient plus perçus comme des figures secondaires dans la parentalité, il faut, proposition 1, participer activement aux rendez-vous médicaux et ateliers de préparation à la parentalité. Proposition 2, allonger et promouvoir le congé paternité, créer des politiques favorisant l'implication des pères. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en 2000, j'ai proposé, quand on m'a fait venir au ministère de la Famille, qu'on allonge le congé de paternité. À ce moment-là, il n'a été allongé qu'en 2002 de 13 jours plus 14 jours plus 3, donc 17 jours. Heureusement, à nouveau, on a pu remettre ça sur la table plus récemment, donc il a été allongé de 28 jours. Et aujourd'hui, il est question de faire un congé parental, un congé, et ça c'est très important, donc c'est très important de mieux le rémunérer, c'est très important d'aller vers tout ce qui converge avec les pays scandinaves, à savoir qu'il faut allonger le congé de paternité. Et c'est la raison pour laquelle, désolée, je parle de mes livres, mais c'est parce que je travaille depuis très longtemps là-dessus. Et donc, il me semble très important aussi de revenir sur cette notion
Et c'est pour ça le bouquin chez Larousse, L'instinct paternel, plaidoyer en faveur du nouveau père, de revenir sur cette idée que les pères n'ont pas d'instinct paternel. À l'échelle de l'histoire, on a véhiculé cette idée-là, alors que non, les pères s'appliquent aujourd'hui dans tout ça. Et donc on sent bien que tout ça, c'est fondamental. Et ça fait partie des choses essentielles qu'on doit vraiment développer. Mais malheureusement, on ne considère pas que c'est encore suffisamment essentiel. Et non seulement on considère que ce n'est pas suffisamment essentiel, ce qui est terrible, et voilà, ce qui joue sur le manque d'implication des pères dans les familles qui se privent. Enfin, ils se privent eux-mêmes de cette parentalité-là. Je trouve aussi qu'il y a un manque de... Alors, ces politiques sont mises en place et, à mon sens, ne sont peut-être pas assez promues. Parce qu'il y a énormément de pères qui refusent, par exemple, de prendre le congé parental, qui se complaît un petit peu dans cette image de parents un peu en retrait, à l'image de leur père à eux, finalement. Et c'est vrai que cette reproduction, elle est assez difficile à défaire. Donc, c'est super que ce genre de politique existe et que... Et je crois que c'est au Kremlin de Bicêtre, on m'avait sollicité pour notamment favoriser, aller dans le sens de consultation prénatale pour les futurs pères, avec l'idée que c'était important de voir si le père était en bonne santé, et aussi de parler avec lui de la paternité. Et bien sûr, tout ça a été fondamental, et avec les personnes qui proposaient ça, on était d'accord aussi sur le fait qu'il fallait demander l'avis de la mère, parce qu'il y a des femmes qui ne souhaitent pas que l'enfant soit accompagné par le père pour des raisons de violence, etc. Donc on comprend que c'est très important de mieux accompagner la paternité pour que les pères soient, entre guillemets, plus peut-être libres dans la manière d'intervenir aussi. Et il faut qu'il y ait aussi des femmes qui lâchent prise, parce que parfois elles considèrent que c'est elles qui savent, et quand l'homme prend des initiatives, elles ont du mal à accepter son initiative. Et c'est très important de réaliser à quel point aujourd'hui cette paternité n'est plus une paternité institutionnelle, mais relationnelle, comme je le disais tout à l'heure, impliquée, c'est-à-dire qui passe par des négociations, de la communication entre les hommes et les femmes, et que c'est très important de mieux accompagner ce climat de communication entre les hommes et les femmes pour que chacun prenne sa place.